Les chercheurs ont mis au jour ce qui s'apparente à la version géologique d'un fossile de dinosaure, caché dans les profondeurs océaniques près de l'île de Pâques. Cela s'apparente à l'ouverture d'une capsule temporelle vieille de 200 millions d'années, révélant les secrets de l'histoire ancienne de notre monde. La surface du globe se compose d'immenses segments comparables aux pièces d'un vaste puzzle que l'on nomme plaques tectoniques. Celles-ci se déplacent continuellement, guidées par le manteau incandescent qui s'étend sous elles et facilite leur dérive. En septembre 2024, une équipe de géologues a rendu publique une découverte majeure, décrivant une antique mégastructure enfouie. Ce fragment archaïque du plancher océanique pourrait éclairer les raisons pour lesquelles l'expansion des fonds marins s'opère plus vivement dans certaines régions que dans d'autres. Pour élucider ce phénomène, les chercheurs ont recouru à des ondes acoustiques, les sonars, afin d'établir une cartographie des profondeurs terrestres. Leur analyse a révélé une masse tout à fait singulière, située sous la plaque de Nazca, proche de l'Amérique du Sud, et dont la progression est bien plus lente qu'attendue. Habituellement, lorsque les plaques bougent, une part du matériau s'enfonce dans la terre à la manière d'un tapis roulant. Mais ici, le mouvement se trouve freiné, comme retenu par un obstacle. Cet obstacle pourrait correspondre à un vestige d'anciens planchers marins entraînés vers les entrailles du globe il y a environ 250 millions d'années. Une telle découverte équivaut à retrouver un fossile enfoui qui éclaire les états anciens de notre planète. Lorsque le plancher océanique s'écarte, cela signifie que deux plaques tectoniques se repoussent peu à peu. Au centre des océans se trouve une longue fracture, ou dorsale, où ce phénomène se produit, comparable à une couture dans l'écorce terrestre. Tandis que les plaques s'éloignent, un magma brûlant provenant des profondeurs s'élève par cette ouverture. Lorsqu'il rencontre les eaux froides, il se solidifie et forme une croûte nouvelle. Ce mécanisme continue alors de pousser les plaques plus loin. On le désigne aussi comme un système de recyclage du manteau terrestre, puisque la planète semble générer sans relâche sa propre matière interne. À la surface, ce processus peut provoquer des séismes, des éruptions volcaniques sous-marines et la création de terres nouvelles, pouvant même conduire à l'apparition d'îles volcaniques au fil de millions d'années. Les fissures où cette expansion se manifeste sont appelées dorsales océaniques. Parmi elles, l'une des plus connues est précisément celle évoquée ici, la dorsale Est-Pacifique, réputée pour sa vitesse d'expansion supérieure à la plupart des autres. Cette découverte récente contribue à expliquer pourquoi ce phénomène se produit ainsi. Voyez-vous, cette immense mégastructure fonctionne en effet comme une capsule temporelle. Comme le manteau terrestre se transforme et se régénère constamment, en trouver une version figée enthousiasme vivement les chercheurs. Elle dévoile l'aspect de notre planète il y a des millions d'années, à l'époque où les continents occupaient d'autres positions et où les dinosaures parcouraient encore le globe. Cet ancien fragment du plancher océanique éclaire aussi la manière dont les plaques tectoniques se sont déplacées au fil des ères. Bien que l'on évoque souvent la Pangée, le tout premier supercontinent se nommait en réalité Vaalbara. Ce sont les déplacements successifs de ces plaques qui ont façonné les continents tels que nous les connaissons aujourd'hui. Cet immense fossile peut aussi affiner notre compréhension du système de recyclage des manteaux terrestres. En analysant la manière dont ce fragment de croûte s'est retrouvé immobilisé et ralenti, les chercheurs peuvent mieux anticiper des phénomènes tels que les éruptions volcaniques ou les tremblements de terre. Cela pourrait même éclairer le fonctionnement interne d'autres planètes, comme Mars ou Vénus. Autant dire que la science a du pain sur la planche. D'autres éléments étonnants continuent d'être découverts au fond des océans, des mers et des lacs, tels ce Stonehenge submergé. Les scientifiques ont mis au jour un mystérieux alignement de cairns s'étendant sur plusieurs kilomètres sous les eaux du lac de Constance, à la frontière de la Suisse, de l'Allemagne et de l'Autriche. Les premières découvertes archéologiques remontent à 2015, et l'usage réel du site demeure inconnu. Ce que l'on sait à ce jour, c'est qu'une ligne de 19 km regroupant 170 cairns construits par l'homme repose sous la surface du lac. Selon les chercheurs, cet ensemble résulte très probablement de l'activité de plusieurs villages et remplissait sans doute un usage collectif. Les structures sont imposantes. Certaines atteignent plusieurs mètres de large et peuvent s'élever jusqu'à 2 mètres.
L'ensemble remonterait à environ 5500 ans. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les scientifiques nomment ce lieu le Stonehenge sous-marin. Les deux sites auraient été érigés à une période comparable. Stonehenge, en effet, remonte à environ 3100 avant notre ère. De plus, chacun présente l'attribut distinctif de monuments de pierre disposés selon une forme circulaire. On pourrait les voir comme des cousins. En 2007, des archéologues ont mis au jour ce qui semble être une version miniature de Stonehenge sous le lac Michigan. Situé à une douzaine de mètres de profondeur, ce cercle de pierre serait l'œuvre de peuples autochtones. Il aurait été érigé durant la dernière ère glaciaire, à une période où le lac n'était pas encore rempli d'eau. Les blocs mesurent environ 1,20 m et l'un d'eux pourrait même porter la gravure d'un mastodonte. Un immense animal proche de l'éléphant qui vivait il y a plus de 10 000 ans avant de s'éteindre. Si cette gravure s'avérait authentique, elle permettrait d'estimer plus précisément l'ancienneté du site. Ce qui renforce encore le mystère, c'est que nul ne sait pourquoi ces pierres ont été disposées ainsi. Toutefois, comme une structure comparable a été trouvée sur l'île Beaver, les spécialistes estiment que leur agencement ne doit rien au hasard et qu'elles ont été placées là intentionnellement. L'ensemble forme deux anneaux. Le cercle extérieur mesure près de 12 mètres de large, tandis que l'intérieur en fait environ 6. Toutes les pierres proviennent du granit local et elles reposent là depuis près de 9000 ans. Ce qui en fait l'une des structures les plus anciennes d'Amérique du Nord. Pour mesurer leur ancienneté, rappelons que ces blocs furent installés bien avant le célèbre Stonehenge d'Angleterre, qui ne serait édifié que 4 millénaires plus tard. À l'autre bout du monde, au Japon, une structure énigmatique a été mise au jour. À première vue, elle évoque un Machu Picchu submergé. Le site abrite un vaste édifice en forme de pyramide, accompagné d'arches et d'escaliers, qui pourrait aisément passer pour un ancien palais ou un château. Voici la structure sous-marine de Yonaguni, également surnommée l'Atlantide du Japon. L'ensemble atteint la dimension de 5 terrains de football et la hauteur d'un édifice de 5 étages. Son trait le plus remarquable réside dans ses vastes terrasses, capables d'accueillir de larges rassemblements. Les explorateurs et scientifiques estiment que Yonaguni remonte à environ 10 000 ans. Toutefois, déterminer s'il s'agit d'une structure façonnée par l'homme ou d'une formation naturelle demeure sujet à débat. Pour le principal géologue marin du Japon, Yonaguni représenterait l'héritage d'une civilisation disparue. Il a plongé plus d'une centaine de fois ces 10 dernières années afin d'examiner les ruines. Selon lui, des indices manifestes d'activité humaine y sont présents. Le bassin triangulaire, creux situé à la surface de l'édifice, correspondrait à un symbole historique lié aux fontaines de la région. On trouve aussi une grande tortue, sculptée sur le flanc oriental de la structure, dotée d'une forte portée culturelle. Plusieurs outils en pierre ont été retrouvés sur le site, et leur datation suggère un âge d'environ 10 000 ans. Toutefois, cette interprétation ne convainc pas l'ensemble de la communauté scientifique. Pour de nombreux spécialistes, Yonaguni résulterait plutôt de milliers d'années d'érosion. Le fait que le monument soit formé d'un unique bloc massif les conduit à penser qu'il n'est pas d'origine humaine. Ses arêtes nettes et ses surfaces planes évoquent d'ailleurs une structure naturelle semblable à la chaussée des géants, en Irlande du Nord. Un ensemble de colonnes basaltiques imbriquées qui rappellent les ruines d'un palais, bien que créé par l'activité volcanique de la région. Ce qui avait débuté comme un simple nettoyage visant à retirer de la boue au large des côtes indonésiennes, s'est transformé en la découverte de vestiges d'une masse terrestre engloutie datant de l'âge de glace. Les archéologues ont mis au jour plus de 6000 fragments fossiles, parmi lesquels des restes d'Homo erectus âgés de 140 000 ans. Cette trouvaille a forcé les scientifiques à repenser la manière dont les premiers humains vivaient, se déplaçaient et interagissaient en Asie du Sud-Est. Pendant des années, l'on crut qu'Homo erectus sur l'île de Java vivait isolé, séparé du reste du monde. Or, ces fossiles bouleversèrent totalement cette conception. Java n'était alors pas une île, mais constituait une partie d'une vaste masse terrestre baptisée Sondaland. Ainsi, l'Asie du Sud-Est s'étendait comme si l'océan avait été vidé, reliant l'Indonésie, la Malaisie, Bornéo, la Thaïlande et le Vietnam en un unique et immense territoire.
Les îles actuelles de Java, Sumatra, Bornéo et Bali étaient reliées par des réseaux fluviaux rappelant probablement l'Amazonie, par des forêts où circulaient d'imposants animaux, et par des plaines côtières qui seraient plus tard submergées à mesure que les températures s'élevaient. Homo erectus ne se trouvait pas contraint, il prospérait dans ce qui s'apparentait à un petit bonheur préhistorique. Ce paysage n'avait rien de ce que nous imaginons généralement de l'ère glaciaire, souvent perçu comme un désert gelé. Le niveau des mers chuta de plus de 120 mètres. Une partie considérable de l'eau s'étant figée en glacier. Lorsque ces volumes se retrouvèrent emprisonnés dans la glace, d'amples portions du plancher océanique émergèrent, comme de gigantesques pierres de gué. Les premiers hommes n'avaient plus besoin de bateaux. Ils pouvaient se rendre à pied de l'actuelle péninsule indo-chinoise jusqu'à des lieux qui sont aujourd'hui des îles, explorant et chassant des troupeaux à travers ces terres ouvertes, comme sur un gigantesque réseau autoroutier préhistorique. Cette vaste autoroute est essentielle, car elle réécrit totalement la compréhension des déplacements des premiers humains. Homo erectus disposait d'un continent entier à parcourir. Il suivait les fleuves, traversait les vallées et s'adaptait à des environnements variés, de la même façon que vous découvrez des raccourcis pour vous rendre au bureau ou trouver de nouvelles routes vers votre café préféré. Comme tout était interconnecté, les animaux circulaient aussi librement. Tigres, éléphants, bovins gigantesques et tortues de la taille de petites voitures. Les humains suivaient ces impressionnants animaux. Parmi les fossiles extraits du détroit de Madura, certaines preuves de ce comportement sont apparentes, comme des carapaces de tortues portant des traces de découpe et des os de bovidés fracturés. La présence de marques précises sur les os indique que quelqu'un prélevait délibérément la viande à l'aide d'outils qu'il avait façonnés lui-même. Quant aux os fendus, ils révèlent l'extraction de moelle, sorte de pâte protéinée préhistorique, riche en graisse et idéale pour obtenir les calories nécessaires à la survie. Ce niveau de planification et de savoir-faire surpassait ce que les chercheurs attendaient d'Homo erectus. Il rapproche cette espèce des comportements observés chez les premiers Homo sapiens ou les Denisoviens, montrant qu'ils ne se contentaient pas de subsister sur des restes, ils chassaient activement, transformaient leur nourriture et la partageaient, peut-être comme le font les humains modernes. Si vous les imaginez encore comme des hommes des cavernes lourdeaux et voûtés, oubliez cela. Ils étaient d'une vivacité remarquable. Les techniques qu'ils employaient pour transformer leur nourriture se rapprochent étrangement de celles d'autres hominidés, pas uniquement Homo erectus. Nous parlons là de l'homme de Flores, des Denisoviens et des premiers Homo sapiens. Cela suggère que ces groupes n'existaient maintenant peut-être pas seulement côte à côte, mais qu'ils ont pu interagir, échanger des idées, copier des méthodes, ou même se croiser et partager des territoires. Ainsi, l'Asie du Sud-Est ne se présente plus comme une série d'îles isolées, mais comme un écosystème humain foisonnant où différentes espèces se croisaient. Et voici l'aspect tragique, tout ce que nous connaissons de ce lieu, tout ce que les humains y ont construit, perdu et découvert, repose désormais sous les eaux. À la fin de l'ère glaciaire, les glaciers fondirent comme des cornets de glace sur un trottoir brûlant. Le niveau de la mer s'éleva, d'abord lentement, puis rapidement. Les rivières débordèrent, les côtes disparurent, et des paysages humains entiers furent engloutis par les vagues. Sundaland fut submergé sur des milliers d'années, et ses habitants durent y s'adapter, ou se réfugier sur des terres plus élevées. Les archéologues tentent aujourd'hui d'interpréter les modes de vie de ces populations, ainsi que le nombre d'espèces humaines ayant foulé ce territoire. Chaque nouvel os ou artefact extrait du fond marin nous rapproche un peu plus de la réécriture complète de ce que nous pensions savoir sur les migrations humaines anciennes. Cette découverte pourrait indiquer que l'Asie du Sud-Est eut autant d'importance pour l'évolution humaine que l'Afrique, le Moyen-Orient ou l'Europe. Sundaland ne représentait pas une simple péripétie secondaire, mais une véritable zone de rencontre, où l'humanité expérimentait, s'adaptait, apprenait et progressait. Des découvertes inattendues, comme celles survenues en Indonésie, continuent d'émerger à travers le monde, surprenant les scientifiques. En Chine, des agriculteurs espéraient récupérer des excréments de chauves-souris pour en faire des engrais naturels dans une étroite grotte calcaire. Ils tombèrent cependant sur des fragments d'os fossilisés, ressemblant étrangement à des parties d'un crâne humain. Ce crâne s'avéra extrêmement ancien, âgé d'environ 300 000 ans. Les chercheurs le baptisèrent, finalement, Maba 1. Découvert dès 1958, ce fossile suscita depuis lors de vives discussions quant à l'espèce humaine à laquelle il appartenait.
durant le Pléistocène moyen tardif, le monde s'apparentait à un véritable carrefour où déambulaient différentes espèces humaines anciennes. Ou, peut-être, Maba 1 provenait-il d'une espèce encore inconnue? Le principal problème résidait dans le fait que les chercheurs ne disposaient que d'une partie du crâne, ni mâchoire, ni autres os, comme tenter de résoudre un gigantesque puzzle avec la plupart des pièces manquantes. Pendant longtemps, on supposa qu'il pouvait s'agir d'un néandertalien, mais l'emploi de la microtomographie, semblable à une supervision permettant d'examiner l'intérieur des fossiles sans les endommager, révéla d'étranges structures tubulaires reliant certaines zones de la boîte crânienne, structures quasi inexistantes chez les néandertaliens. L'agencement interne du crâne s'apparentait davantage à Homo erectus, une espèce humaine bien plus ancienne, sans pour autant correspondre parfaitement. La taille et la forme du crâne se rapprochaient des humains modernes et des néandertaliens, tout en présentant des caractéristiques inhabituelles pour Homo erectus. La région frontale était plus courte, et le bregma, point de jonction de deux os crâniens, épaissi. Maba 1 portait également une curieuse dépression sur le front, comme un bleu figé dans le temps. Quelle qu'en fût la cause, chute, anémie ou autre, elle survint alors que la personne était vivante. L'absence de signes d'infection suggère que l'individu guérit et poursuivit sa vie après ce traumatisme. Ainsi, Maba 1 ne correspond parfaitement à aucune espèce connue, mais il présente des caractéristiques partagées avec plusieurs d'entre elles, et dégage la même aura de fossiles mystérieux que d'autres découverts à travers l'Afrique. En 1976, la célèbre paléontologue Mary Leakey et son équipe mirent au jour un autre crâne humanoïde en Tanzanie. Ce crâne révélait des traits étonnamment proches de ceux d'Homo sapiens, bien qu'il fût extrêmement ancien. Les chercheurs considèrent qu'il pourrait s'agir de l'un des plus anciens représentants de notre espèce jamais identifiée, offrant ainsi la possibilité de répondre à l'une des questions majeures de la science. À quel moment précis Homo sapiens est-il apparu pour la première fois? La couche sédimentaire où ce crâne fut découvert remonte au Pléistocène moyen, soit bien plus tôt que ce que les anciens manuels affirmaient sur l'apparition de l'homme moderne. Il existe également le crâne découvert dans la mine de zinc de Broken Hill en Zambie. Les mineurs y tombèrent littéralement par hasard, accompagnés de quelques autres ossements. Les scientifiques le surnommèrent « homme de Rhodésie », et l'on crut d'abord qu'il constituait le chaînon manquant entre Homo erectus et Homo sapiens. Toutefois, grâce à des méthodes de datation plus précises et à de nouveaux outils de recherche, il fut établi qu'il avait environ 299 000 ans et appartenait très probablement. La cité perdue de l'Atlantide a peut-être enfin été retrouvée. Deux chercheurs travaillaient au large des côtes de Cuba lorsqu'ils ont découvert les ruines de ce qui ressemblait à une ancienne ville submergée. Cela s'est passé il y a environ 20 ans, et pourtant, personne n'en parle plus aujourd'hui. C'est comme si les autorités avaient pris cette information, l'avaient enfermée dans un sous-sol top secret, et avaient décidé que personne n'en saurait jamais davantage. Mais pourquoi? Eh bien, je vais vous le raconter. En 2001, Paulina Zelitsky, une ingénieure maritime, et son mari, Paul Weinzweig, ont été engagés pour explorer les eaux situées au large de la côte occidentale de Cuba. Ils avaient deux objectifs principaux. Rechercher de vieilles épaves de navires pouvant éventuellement dissimuler des trésors comme de l'or et des bijoux, et localiser des gisements précieux de pétrole et de gaz naturel sous les profondeurs de la mer. Ils utilisaient un sonar. En gros, il s'agit d'un radar qui fonctionne avec le son. Il envoie des ondes sonores sous l'eau, et lorsque ces ondes touchent quelque chose, comme un navire coulé, elles rebondissent. Ce dispositif peut déterminer où se trouve l'objet et à quelle distance, simplement en se basant sur l'écho. Ainsi, le couple explorait le fond marin avec cet instrument, à plus de 600-150 mètres sous la surface. Et puis, soudainement, ils sont tombés sur quelque chose de bien plus intéressant que de l'or ou du pétrole. Ils ont trouvé des pierres. Pas n'importe quelle pierre. Je parle de pierres énormes, parfaitement arrangées. Un peu comme une version miniature de la pyramide de Chichen Itza. Ou encore mieux, comme un ensemble de petites pyramides mayas submergées. Voilà ce qu'ils ont vu, ou du moins ce qu'ils pensent avoir vu. Le truc, c'est qu'un sonar ne fonctionne pas comme une caméra. Il n'enregistre pas de vidéo, ni ne prend de vraies photos sous l'eau. Ce qu'il fait, c'est créer des images à partir du son. Et ces images ne sont généralement que des contours ou des formes. Un peu comme une esquisse floue et en noir et blanc. Il vous montre où se trouvent les objets, mais pas exactement à quoi ils ressemblent. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour ce couple. L'instrument s'est mis à produire des images de structures en pierre parfaitement ordonnées. Et ça ressemblait vraiment à une espèce de construction urbaine.
Je veux dire, le site était trop bien ordonné, trop symétrique pour n'être que des rochers réunis au hasard. Mais c'était trop beau pour être vrai. Cette découverte pourrait radicalement tout changer de ce que nous savons sur les civilisations anciennes du continent américain. Du coup, les scientifiques se sont dit qu'ils ne seraient pas responsables d'annoncer quoi que ce soit, sans trouver d'abord plus de preuves. Et c'est pourquoi ils ont décidé de retourner sur les lieux de la découverte. Cette fois, ils ont envoyé un véhicule sous-marin télécommandé pour réellement voir ce qui se trouvait sous la mer. Vous voyez ? Ce robot était essentiellement un caméraman sous-marin. Et le robot a confirmé la découverte. Il y avait bien quelque chose d'étrange là-dessous. Le site ressemblait à une ancienne cité faite d'énormes blocs de granit lisse. Ces pierres mesuraient environ 2,5 mètres sur 3. Certaines étaient pyramidales, d'autres rondes. Certaines semblaient avoir été taillées puis empilées les unes sur les autres, tandis que d'autres paraissaient isolées. Ensemble, elles semblaient former des couloirs et des contours de pièces. C'était comme de découvrir de grands bâtiments au milieu d'un désert sous-marin. Ces images furent suffisantes pour que Zelitsky scelle l'accord. À l'époque, elle a confirmé que cette structure incroyable, selon ses propres mots, pourrait avoir été un grand centre urbain. Encore une fois, ce sont ses mots. Puis le couple a commencé à spéculer. Ils ont dit que ces structures avaient probablement été construites il y a plus de 6000 ans, ce qui les rendait plus anciennes que les grandes pyramides d'Égypte. C'est même plus ancien que les Mayas eux-mêmes. Vous savez, la civilisation qui vivait autrefois sur le continent américain et qui est célèbre pour ses temples sophistiqués. Les recherches ont suggéré que ces structures pouvaient appartenir à une civilisation qui avait vécu là il y a des milliers d'années et dont nous n'avions jamais entendu parler. Cette civilisation supposée avait prospéré sur un pont terrestre de 160 km reliant Cuba à la péninsule du Yucatan au Mexique. Mais un jour, quelque chose de catastrophique s'était produit. Selon leur théorie, les failles terrestres s'étaient déplacées sous la surface, provoquant un tremblement de terre immense. Puis, en un clin d'œil, l'ensemble du pont avait été détruit. La terre avait été engloutie par la mer et s'était retrouvée au fond de l'océan. Et cette civilisation avait disparu. Bien sûr, le lien a vite été fait avec le célèbre mythe de l'Atlantide, et tout ça a complètement captivé les médias. Les sites d'actualité ont à l'époque publié des titres tels que « La cité perdue des Caraïbes enfin découverte » et « L'Atlantide retrouvée à Cuba ». Alors, pouvait-il réellement s'agir de l'Atlantide ? Je veux dire, avait-il trouvé les vestiges de cette civilisation supposément super avancée et disparue ? Difficile à dire. Dès le début, une partie de la communauté scientifique n'a pas adhéré à cette histoire. Tout d'abord, il y a la question de la date. Affirmer que cette civilisation existait à cet endroit il y a au moins 6000 ans n'était tout simplement pas très crédible. Ensuite, des archéologues européens ont soutenu que les pierres qu'ils avaient trouvées, en utilisant leur sonar, pouvaient être du calcaire naturel, et non du granit parfaitement sculpté. Et troisièmement, c'était trop profond. Même avec cette théorie des failles terrestres qui s'ouvrent et engloutissent tout, il est difficile d'expliquer comment une ville entière a pu se retrouver enfouie si profondément dans l'océan. Prenez par exemple Héracléon, en Égypte, une véritable ville portuaire antique submergée. Aujourd'hui, elle se trouve à seulement 6 mètres sous l'eau. Mais cette prétendue Atlantide est située à des profondeurs comprises entre 610 et 750 mètres. Vous voyez à quel point c'est différent, n'est-ce pas ? Les scientifiques pensent qu'il aurait fallu environ 50 000 ans pour que de telles structures en pierre s'enfoncent jusqu'à une telle profondeur. Et, selon les experts, aucune civilisation connue datant de cette époque n'avait la capacité de construire de telles structures. Mais pour Zelitsky, oui, c'était possible. Elle croyait toujours à la théorie des failles pour expliquer comment ce site s'était retrouvé au fond de l'océan si rapidement. Les grands mouvements de plaques tectoniques de la Terre sont généralement suivis par des phénomènes tels que des éruptions volcaniques et des tremblements de terre. Donc, selon elle, un événement puissant était survenu, et l'affaissement de l'île se serait produit très rapidement. Cette théorie du tremblement de terre pourrait également expliquer pourquoi certains des mégalithes présents au fond de la mer semblent ordonnés, tandis que d'autres ne le sont pas. Mais pour réellement prouver tout ça, ils avaient besoin d'un robot spécialement conçu pour descendre une nouvelle fois et prélever des échantillons de roches et de sédiments. De cette manière, ils seraient en mesure de déterminer l'âge des pierres, et peut-être même de trouver des signes de vie humaine, tels que des gravures, des sculptures et des artefacts. Le problème est que percer ces structures n'est pas facile. Elles ressemblent à du granit, et forer du granit aussi profondément sous l'eau est extrêmement difficile. Mais surtout, ils avaient besoin d'argent pour le faire. De beaucoup d'argent. Peut-être n'ont-ils tout simplement jamais obtenu le financement nécessaire. Parce que même avec tout ce battage médiatique initial, on n'a jamais plus entendu parler d'exploration ou d'études sur le sujet. Et cet étrange silence a suscité beaucoup de spéculations.
Certains se sont même demandé si l'histoire n'avait pas été intentionnellement étouffée, comme si les autorités avaient voulu enterrer cette découverte, comme si cette cité sous-marine avait été construite par une sorte d'être supérieur extraterrestre, et qu'on avait voulu nous le cacher. Mais à vrai dire, le meilleur argument selon lequel il s'agissait bien là d'une ville perdue, c'est que la nature n'aurait certainement pas pu construire quelque chose d'aussi symétrique. Les géologues ont essayé de trouver des explications naturelles, ou du moins des exemples similaires dans d'autres parties du monde, mais ils n'ont pas réussi. Toutefois, le simple fait que nous n'ayons pas trouvé d'explication ne signifie pas que l'hypothèse naturelle soit impossible. La nature peut créer des choses assez surprenantes et inattendues. Alors honnêtement, les arguments du type « c'est trop parfait pour être naturel » sont plutôt faibles. Ce qui s'est probablement passé, c'est que les experts n'étaient tout simplement pas convaincus qu'il s'agissait réellement d'une ville engloutie. Et c'est probablement la raison pour laquelle personne n'a accepté de financer la suite des recherches. Au fil du temps, l'engouement s'est estompé, l'histoire a disparu, et le site est retombé dans le silence. Et sans données supplémentaires, des chercheurs ont mis au jour une cité entière, celle de Guyengola, restée enfouie sous l'épaisse canopée mexicaine durant 6 siècles. S'étendant sur 360 hectares, elle regroupait plus de 1100 d'édifices, 4 km de remparts, un réseau interne de voies de circulation, ainsi qu'un aménagement urbain réfléchi, comportant temples, terrains de jeux de balles et des quartiers distincts réservés aux élites ou aux classes populaires. Pendant des générations, l'on a cru qu'il ne subsistait là qu'une forteresse abandonnée, selon des récits transmis oralement. Jusqu'à peu, il était impossible d'appréhender l'immensité du site sans des années d'exploration au sol. Mais grâce à une technologie récente, un outil de télédétection appelé LIDAR, il a été possible de générer en à peine 2 heures, depuis un avion, une modélisation tridimensionnelle de l'ensemble. Guyengola fut édifié entre 1350 et 1121. Ce site revêtait une importance capitale pour les Zapotèques, peuple implanté dans la région depuis environ 700 avant notre ère. Les familles y cohabitaient dans des demeures organisées autour d'un vaste patio central bordé de pièces. À mesure que les foyers s'élargissaient, de nouvelles chambres étaient ajoutées, faisant évoluer l'architecture domestique. Les analyses ont démontré que dirigeants et habitants de conditions modestes œuvraient de concert à l'essor de la cité. En raison du relief montagneux environnant, ils surent exploiter intelligemment les pentes naturelles pour y implanter leurs constructions, favorisant ainsi l'écoulement des eaux pluviales. Cette ingéniosité a permis de garantir la solidité et la pérennité des habitations, dont bon nombre demeurent encore debout aujourd'hui. Au cœur de la cité se dressent 2 pyramides, sans doute consacrées aux rites et cérémonies que les prêtres accomplissaient en l'honneur de leur dieu. Les offrandes étaient déposées sur les autels, tandis que le public se rassemblait sur 2 places aujourd'hui affaissées. On y trouve également un palais comportant 64 pièces, dont certaines soutenues par des colonnes circulaires, réparties sur plusieurs terrasses inclinées. On y trouve des patios desservis par de nombreux escaliers, tous reliés entre eux. L'outil de télédétection a également révélé un promontoire circulaire, aménagé sur un affleurement rocheux naturel, qui permettait aux Zapotèques de voir leurs ennemis s'approcher de loin. Les chercheurs ont aussi identifié 2 structures circulaires, probablement conçues pour l'observation astronomique et la mesure du temps. Ils ont aussi mis au jour plusieurs tombes, attestant la présence d'un cimetière urbain. À la fin du XVe siècle, les Zapotèques exerçaient leur pouvoir sur une vaste portion de la côte pacifique et étaient parvenus à défendre leur territoire contre les ambitions expansionnistes des Aztèques. Ils réalisèrent un exploit quasi inespéré, tenir bon durant un siège de 7 mois à Guyengola et en sortir victorieux. Après cette victoire, ayant conservé leur domination sur le sud mésoaméricain, les Zapotèques n'avaient plus besoin de demeurer à Guyengola. Si les montagnes offraient certains avantages, l'accès à l'eau douce et à des terres fertiles pour l'agriculture s'avérait essentiel. La petite ville de Tehuantepec, située à 19 km à peine, réunissait ces conditions. Ils s'y établirent donc peu avant l'arrivée des Espagnols, en 1521. Avec le temps, les pratiques culturelles des Zapotèques commencèrent à décliner. Leur civilisation ne s'éteignit toutefois pas totalement. Aujourd'hui encore, plus de 3000 Zapotèques résident dans l'état mexicain d'Oaxaca, où ils continuent de perpétuer leur langue et leurs traditions. La création du modèle 3D de cette cité perdue ne constitue qu'une étape préliminaire dans la recherche. Les archéologues espèrent que les études à venir permettront de mieux comprendre l'organisation politique et sociale des Zapotèques, la manière dont ils administraient leur cité, ainsi que la nature de leurs échanges avec les Espagnols à leur arrivée. Ils projettent d'examiner les 1170 structures révélées par le balayage LIDAR, ce qui nécessitera plusieurs années. Plutôt que de fouiller le sol, ils auront recours à des technologies non invasives afin d'explorer la ville sans en altérer les vestiges.
Grâce à cette même technologie, les scientifiques ont pu révéler l'existence d'une vaste cité ancienne, enfouie sous le dense feuillage de la forêt amazonienne. Un ensemble structuré de maisons, de places, de routes et de canaux reposait dans l'ombre d'un imposant volcan. Pendant des siècles, nombre de chercheurs ont cru que les peuples amazoniens vivaient dans de modestes huttes, ne défrichant que de petites parcelles pour subsister. Or, cette cité, édifiée il y a 2500 ans et occupée durant un millénaire, nous prouve le contraire. Les experts estiment que des dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de personnes vivaient au sein de sociétés urbaines complexes. Le balayage de la région a permis d'identifier 6000 plateformes rectangulaires, chacune mesurant environ 20 mètres sur 10 et s'élevant à une hauteur de 2 à 3 mètres. Ces constructions étaient regroupées autour de places centrales, avec des routes rectilignes aux angles droits parfaits, connectées par des sentiers. L'une d'elles atteignait même 26 km de long. La réalisation de voies parfaitement droites exigeait davantage que le simple suivi du relief naturel. Certaines d'entre elles revêtaient probablement une valeur rituelle ou spirituelle. Le sol volcanique, particulièrement fertile, favorisa l'essor de cette civilisation, mais il pourrait aussi avoir contribué à sa disparition. Les chercheurs ont en outre révélé les défenses de ces villes comme des fossés barrant l'accès à plusieurs d'entre elles. Il est donc possible que des groupes voisins aient tenté d'envahir ces cités. La prochaine phase consistera à étudier les 300 km² adjacents afin de mieux cerner l'ampleur et la complexité de cette société ancienne, qui pourrait même surpasser par sa taille la célèbre civilisation maya du Mexique et d'Amérique centrale. En 1963, un habitant de Turquie fit une découverte stupéfiante en rénovant sa maison. En abattant un mur de sa cave, il mit au jour une pièce énigmatique. En poursuivant ses fouilles, il tomba sur un tunnel, lequel le mena à la ville souterraine de Derinkuyu. Il s'agit de l'une des cités souterraines les plus profondes et les plus vastes de Cappadoce, et même de toute la Turquie. Les habitants occupaient 8 niveaux souterrains, chacun offrant un accès à des caves, des espaces de stockage, des chapelles, une école, une salle d'études ainsi que d'autres installations. Ces étages étaient interconnectés par un vaste réseau de tunnels. Il est probable que cette cité enfouie ait été conçue comme refuge. Située à une profondeur de 85 mètres, elle demeure invisible depuis la surface. Le site était suffisamment vaste pour accueillir environ 2000 personnes, accompagnées de leur bétail et de leurs vivres. Un puits de ventilation, profond de 55 mètres, assurait l'aération. Selon les archéologues, les premiers niveaux auraient été aménagés par les Phrygiens, avant d'être repris et perfectionnés par les Romains. L'apogée de Derinkuyu s'est toutefois manifesté durant l'ère byzantine. La cité suivante, longtemps tenue pour légendaire, n'était évoquée que dans de rares textes anciens et quelques inscriptions énigmatiques, si bien que son existence demeurait incertaine. Après avoir exploré une grande partie du littoral égyptien, un archéologue du nom de Frank Goddio et son équipe ont soudain aperçu un visage monumental émergeant des profondeurs. C'est ainsi que la ville engloutie de Thonis Héracléion fut révélée, à plus de 6 km au large d'Alexandrie. Parmi ces vestiges reposaient 64 navires, 700 ancres et un fabuleux trésor de pièces d'or. Les archéologues considèrent que les éléments les plus remarquables de cette découverte sont la statue haute de 6 mètres et les vestiges du temple. À son époque, la cité accueillait des rituels et des célébrations dans le sanctuaire d'Amon. Façonnées en granit et en diorite, les ruines ont traversé les siècles sans se détériorer malgré leur immersion prolongée. Elles offrent aujourd'hui un aperçu précieux de la vie, 2300 ans plus tôt, dans l'un des carrefours commerciaux les plus importants du monde antique. La ville disposait d'un réseau de canaux, comparable à une Venise égyptienne d'un autre âge. Ces voies d'eau reliaient divers ports et points d'ancrage, tandis que des ponts unissaient tours, temples, habitations et autres édifices. Thonis Héracléion constituait le principal port du royaume pour le commerce extérieur et la perception des taxes. L'origine de son engloutissement demeure incertaine, mais les chercheurs l'attribuent à des phénomènes naturels. Vers la fin du second siècle avant notre ère, probablement à la suite d'une terrible inondation, la cité fut submergée. Par la suite, Alexandrie, fondée par Alexandre le Grand, surpassa Héracléion en prestige et en influence. Avant cela, Héracléion faisait office de principale porte d'entrée maritime vers l'Égypte. Après la catastrophe, de nombreux navires durent réorienter leur itinéraire vers Alexandrie. Héracléion sombra alors dans l'oubli, jusqu'à sa redécouverte en l'an 2000. Jetez un œil à ces pierres. À première vue, elles semblent ordinaires. Ce ne sont que des dalles anciennes, les ruines d'un bâtiment quelconque.
Cependant, contrairement à de nombreuses autres découvertes archéologiques similaires, celle-ci est parmi les plus mystérieuses et les plus uniques. Voici pourquoi. Ces pierres sont les vestiges d'un grand complexe religieux appelé Pumapunku, situé en Bolivie. Les scientifiques n'en sont pas certains, mais il est probable que Pumapunku ait été construit sous l'empire des Tiwanaku, qui a existé entre l'an 300 et l'an 1000 de notre ère, avant l'empire Inca. Aucune information ne suggère que cette civilisation disposait de technologies de construction avancées. De plus, il est possible qu'elle n'ait même pas connu l'écriture. Chacune de ces pierres a été sculptée et polie avec une précision remarquable. Elles s'emboîtent parfaitement, comme les pièces d'un puzzle. Le travail est si raffiné qu'il serait impossible d'y glisser même une lame de rasoir. C'est assez impressionnant pour un peuple qui vivait il y a environ 1500 ans. En outre, ces pierres sont très lourdes. Les plus grosses pèsent environ 130 tonnes. Comment les ont-ils transportées d'un endroit à un autre? Les scientifiques pensent que cette civilisation ignorait l'existence de la roue. Alors, comment ont-ils réussi à construire une structure aussi parfaite? Les Tiwanaku disposaient-ils des connaissances et des outils nécessaires pour travailler la pierre? Ou quelqu'un d'autre a-t-il construit Pumapunku? Plusieurs théories existent à ce sujet. Théorie numéro 1. Une civilisation avancée est arrivée en Amérique du Sud, a collaboré avec les Tiwanaku pour construire cette merveille d'ingénierie, puis est repartie. Théorie numéro 2. Des êtres venus d'une autre planète ont débarqué sur Terre, ont montré aux humains comment construire des structures parfaites et ont créé Pumapunku. Cette théorie est toutefois peu crédible. Un autre scénario du même ordre suggère que Pumapunku a été construit par des créatures mythologiques issues de la culture sud-américaine de l'époque. Théorie numéro 3. La plus plausible. Il n'y a aucun mystère. Les Tiwanaku constituaient une civilisation avancée dotée de technologies de construction incroyables. Qu'en pensez-vous? Bien, nous venons de voir des pierres parfaitement rectangulaires utilisées pour construire un temple. Que diriez-vous de pierres parfaitement rondes destinées à l'étude du ciel étoilé? Ou à d'autres fins, qui sait? Alors bienvenue au Costa Rica. Au sud de ce pays se trouvent les sphères d'Iki. Il s'agit de pierres rondes, lourdes et de grande taille, créées à l'époque précolombienne, vers l'an 600 de notre ère. Ces pierres proviennent d'un type de roche unique, formé à partir de magma refroidi. En d'autres termes, quelqu'un a attendu la fin d'une éruption volcanique et le refroidissement du magma, puis a utilisé ce matériau pour sculpter ces sphères. Mais comment ont-ils fait pour obtenir une forme aussi parfaite? Selon les scientifiques, ils auraient utilisé de petites pierres pour broyer et sculpter le magma refroidi. Certains spécialistes pensent que ces pierres étaient destinées à s'orienter, qu'elles servaient à indiquer leur chemin aux voyageurs. D'après une autre théorie, les sphères d'Ikis étaient utilisées pour l'astronomie. Personne ne connaît la vérité. Et nous ne l'apprendrons peut-être jamais, car tous ceux qui connaissaient le secret de ces pierres ont disparu à la suite de la conquête espagnole. Continuons donc notre voyage. Vous voyez ces pavés? Les archéologues ne savent toujours pas pourquoi ils sont disposés ainsi le long d'une vaste étendue désertique traversant la Jordanie et Israël. Ces pierres étranges forment une chaîne de 64 km de long et sont ici depuis environ l'an 300 avant JAC. Comme elles ont été découvertes par des aviateurs il y a une centaine d'années, on les a surnommées « cerfs-volants du désert ». L'une des théories les plus populaires à leur sujet suggère qu'elles furent placées à cet endroit pour attirer les animaux et les capturer. Apparemment, les chasseurs anciens connaissaient bien le comportement de la faune locale. Et ils étaient sûrs que les bêtes finiraient par marcher le long de ces pavés et qu'ils finiraient par tomber dans une fosse préparée à l'avance. Des pierres rectangulaires et carrées parfaitement lisses. Des pierres rondes. Des pièges de pierre pour capturer des animaux. Et encore, de la peinture sur pierre. Pour découvrir cela, rendons-nous à Glasgow, en Écosse, où des archéologues ont mis au jour une dalle datant d'environ 5000 ans. Elle porte le nom de Cochno Stone. La dalle elle-même mesure 13 mètres sur 8, soit environ la moitié d'un terrain de basket. Et toute sa surface est recouverte d'étranges motifs tourbillonnants que les scientifiques qualifient de marques en coupe et en anneaux. Mais que signifie-t-il? Comme pour le reste, les scientifiques n'en sont pas encore certains. Une théorie suggère toutefois que ces inscriptions auraient un lien avec des phénomènes astronomiques tels que les éclipses lunaires ou solaires.
Peut-être s'agit-il d'une carte du ciel, ou peut-être que ses créateurs souhaitaient simplement réaliser une œuvre d'art. Quoi qu'il en soit, il existe Un autre fait intéressant, lié à ces dessins. Des scientifiques en ont découvert de similaires sur plusieurs sites préhistoriques à travers le monde. Délaissons à présent les pierres mystérieuses, et intéressons-nous à d'autres merveilles archéologiques. Voici la chronologie approximative du développement de la civilisation, à partir de 8000 avant notre ère, selon les scientifiques. Tout d'abord, les hommes s'installent dans un endroit et y construisent une ville ou un village. Puis ils se lancent dans l'agriculture, avant de construire des temples. Cependant, en 1994, des archéologues ont déclaré « Non, l'ordre pourrait être différent. Et si les hommes avaient d'abord construit des temples pour vénérer des êtres mythiques supérieurs, avant de construire des villes et de se lancer dans l'agriculture ?» Rendons-nous en Turquie, dans la région rurale de Göbekli Tepe, où, au milieu des années 90, des archéologues ont découvert plusieurs piliers de pierre sur lesquels étaient sculptés des animaux. Cette structure ancienne remonte au 10e millénaire avant notre ère. Aujourd'hui, cet endroit est considéré comme l'un des plus anciens lieux de culte au monde. Il a très probablement été construit par des chasseurs semi-nomades qui ne connaissaient rien à l'agriculture, car celle-ci n'est apparue dans cette région que 5 siècles plus tard. Aujourd'hui, les scientifiques se posent la question suivante. Est-il vrai que de telles structures ont conduit à la colonisation de la région? La réponse à cette question pourrait nous aider à comprendre la mentalité et le développement de l'humanité dans de nombreuses régions de la planète. Aimeriez-vous posséder un parchemin sur lequel serait indiqué l'emplacement d'un trésor? En fait, vous en avez déjà un. Vérifiez par vous-même. Il vous suffit de rechercher « le trésor du rouleau de cuivre » sur Google, de télécharger une photo haute résolution du rouleau en question et de suivre ses instructions. Mais attention, le texte est absolument incompréhensible. Les scientifiques tentent de déchiffrer ce message depuis sa découverte en 1952 à Qumran, et ils n'y sont toujours pas parvenus. Selon une théorie, le rouleau contiendrait des informations sur une importante quantité d'or et d'argent. Cependant, même si ce trésor n'existe pas, cet artefact n'en présente pas moins un grand intérêt. Il a été créé il y a environ 2000 ans, à l'époque où l'Empire romain régnait sur la colonie de Qumran. Peut-être les habitants de la région souhaitaient-ils cacher leurs objets de valeur aux légionnaires romains et ont-ils laissé un plan à leurs descendants? Lorsque vous vous approchez de cette merveille archéologique, vous ne remarquez rien. Mais si vous montez haut dans les airs et que vous regardez vers le sol, vous verrez des motifs étonnants, créés par le peuple de la culture Nazca. On les appelle les lignes de Nazca. Des pilotes et des passagers d'avions de ligne les ont aperçus pour la première fois dans les années 1920 et 1930. Lors de vols au-dessus du Pérou. Ces grands dessins sont composés de lignes géométriques, d'images complexes d'animaux et de figures fantaisistes. Il y a plus de 2000 ans, un peuple a creusé à la surface du sol pour créer ces motifs. Mais pourquoi? Les lignes de Nazca continuent de fasciner les chercheurs et les passionnés d'archéologie. Les récentes avancées technologiques, telles que l'imagerie par drone et la cartographie par satellite, ont apporté un nouvel éclairage sur ces formations énigmatiques. Certains chercheurs s'intéressent désormais à la possibilité que ces lignes aient eu plusieurs fonctions, notamment celle de communiquer avec des êtres extérieurs à notre monde. Et cette hypothèse est plausible. Une partie des scientifiques pense que ces étranges motifs étaient un moyen rituel de communiquer avec les divinités de la civilisation Nazca. L'étude de ces merveilles archéologiques enrichit non seulement notre connaissance du passé, mais nous invite également à admirer l'ingéniosité et la créativité de l'esprit humain. Eridu, une mégapole antérieure à la première civilisation connue, et plus ancienne que les pyramides de Gizeh, gisait enfouie dans les sables du désert mésopotamien depuis plus de 2000 ans. Une découverte scientifique récente bouleverse désormais nos connaissances sur cette cité antique. Les chercheurs ont mis au jour plus de 4000 canaux autour d'Eridu, qui alimentaient en eau plus de 700 fermes exploitées entre le 6e et le début du 1er millénaire avant notre ère. Eridu fut fondée vers 5400 avant Jésus-Christ et fut la ville des premiers rois, ainsi que la première cité historique selon la liste royale sumérienne, ce texte ancien gravé sur une tablette d'argile. Les anciens Sumériens croyaient que cette ville avait été créée par les dieux lorsqu'ils décidèrent de s'établir sur Terre. Eridu occupe une place si importante dans les mythes et légendes sumériens qu'on finit par la considérer, à un certain moment, comme un lieu purement mythique.
Le mythe le plus célèbre raconte que les cieux furent courroucés par le tumulte des humains et qu'ils envoyèrent un grand déluge pour les anéantir. Une étude récente a révélé que l'Euphrate constituait la source d'eau de l'ensemble de la cité. Les chercheurs ont cartographié les vestiges du paysage ancien et identifié un réseau sophistiqué de canaux d'irrigation artificielle. Ils ont découvert 200 canaux principaux captant l'eau de l'Euphrate, lesquels alimentaient à leur tour 4000 canaux secondaires. L'équipe a mobilisé images satellitaires, vues par drone, analyse des sols, anciens registres et technologies de télédétection pour en dresser la cartographie complète. Les 700 fermes bénéficiaires présentaient des superficies variées, allant de 460 à plus de 18 000 m². Les canaux principaux mesuraient de près de 1000 mètres de long, certains s'étendant sur plus de 8 km, tandis que les plus petits pouvaient n'atteindre que 10 mètres. En Mésopotamie, les rivières constituaient la principale source d'eau pour l'agriculture, obligeant les cultivateurs à maîtriser l'art d'acheminer l'eau depuis le fleuve jusqu'à leurs champs. Tout débuta par des techniques rudimentaires, telles que le creusement de petites rigoles, mais au fil des générations, ils apprirent à édifier d'immenses canaux, atteignant parfois 100 km de long. L'Euphrate lui-même facilitait leurs tâches. L'eau descendait naturellement le long de ces berges surélevées, et les brèches naturelles la laissaient s'épancher sur les terres voisines. Les chercheurs ignorent à quelle époque chaque canal fut utilisé, et il paraît improbable que les 4200 canaux aient fonctionné simultanément durant cette vaste période. Eridu fut jadis un centre religieux et commercial d'une grande importance, grâce à sa position stratégique sur le golfe Persique. Son économie reposait essentiellement sur la pêche, rendue possible par les eaux de l'Euphrate. Les chercheurs y ont découvert des filets et des poids de pêche, ainsi que des ballots entiers de poissons séchés. On y a également trouvé des modèles de bateaux en roseau, première preuve matérielle connue de navires construits par l'homme. La cité prospéra jusqu'à son abandon, vers 600 avant notre ère, pour une raison que les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer. Les habitants, tout comme les pèlerins et marchands de passage, avaient épuisé les ressources locales et durent laisser la terre se régénérer à plusieurs reprises avant de partir définitivement. Cela coïncida avec le moment où l'Euphrate changea de cours, privant la ville de sa source vitale d'eau. Bien des siècles plus tard, en 1854, un fonctionnaire britannique nommé John George Taylor fut envoyé en mission dans la région afin d'examiner un site isolé, Tel Abu Shahrain, constitué d'un ensemble de monticules appelés Tels, vestiges d'anciens peuplements humains. D'abord, Taylor demeura peu impressionné. Il espérait tomber sur des trouvailles majeures, telles que des statues, des inscriptions ou les ruines de temples et de palais. Faute de temps, il ne découvrit que des murs, des drains, des plateformes de pierre et des fragments de colonnes en calcaire ornés de minuscules cônes en mosaïque. Il ignorait alors que ces monticules apparemment sans intérêt abritaient l'une des plus anciennes cités terrestres, Eridu. L'intérêt du British Museum fut immédiat, mais les premières fouilles de grande ampleur ne débutèrent qu'en 1946. Les autorités irakiennes s'y impliquèrent activement, espérant éclairer les origines les plus anciennes de l'histoire mésopotamienne. Les archéologues se concentrèrent alors sur le monticule 1, un vaste tel atteignant la hauteur d'un immeuble de 8 étages. Ils mirent rapidement au jour une portion d'une pyramide à degrés inachevés, une ziggourate datant de la fin du 3e millénaire avant notre ère. En approfondissant les fouilles, ils révélèrent des strates de vie humaine remontant de plus en plus loin dans le passé. Certaines couches appartenaient à la période d'Uruk, d'autres à une époque encore antérieure aux Sumériens, appelée protohistoire. Dans ces niveaux inférieurs, ils découvrirent plusieurs reconstructions successives du temple d'Anki, la divinité tutélaire de la cité. Ce sanctuaire fut rebâti maintes fois durant plus de 2 millénaires. Chaque effondrement donnait lieu à une nouvelle construction, plus vaste et plus majestueuse que la précédente. À partir du milieu du 4e millénaire avant notre ère, les temples d'Eridu prirent une ampleur monumentale, dépassant en sophistication toutes les réalisations humaines antérieures. Parallèlement, la société se complexifia, marquée par l'apparition de classes sociales distinctes. Finalement, les habitants cessèrent de reconstruire le temple et érigèrent, vers 2100 avant notre ère, une pyramide à degrés sur les ruines. Bien qu'Eridu eût décliné, elle conserva sans doute un rôle majeur en tant que site sacré. Les fouilles ont révélé de la poterie datant des 2e et 1er siècles avant Jésus-Christ, sans trace d'habitations alentours.
Les Sumériens furent, sans conteste, un peuple d'une ingéniosité remarquable. Vers 1500 avant notre ère, ils inventèrent la charrue semoir, un instrument permettant de labourer et d'ensemencer simultanément, tiré par des bêtes de somme telles que les bœufs. Cet outil était même accompagné d'instructions précises. L'almanach du fermier sumérien prodiguait des conseils sur l'art d'accroître les récoltes grâce à un labour et une irrigation bien maîtrisée. Ces méthodes agricoles ingénieuses permirent de nourrir davantage de personnes, favorisant la croissance des cités, l'émergence d'un pouvoir organisé et un approfondissement de la vie religieuse. À mesure que leur ville prospérait, les Sumériens développèrent aussi leur savoir en écriture, en mathématiques et en spiritualité. Il y a 5000 ans, ils avaient déjà mis au point le cunéiforme, l'un des tout premiers systèmes d'écriture de l'humanité. Une autre découverte récente, issue de la même région du monde, démontre que la bureaucratie existait déjà il y a 4 millénaires. Les archéologues ont exhumé d'anciennes tablettes administratives dans une autre cité sumérienne, Girsu. Ces tablettes d'argile constituent la plus ancienne preuve tangible connue du tout premier empire au monde, l'empire d'Akkad. Elles furent retrouvées dans un bâtiment d'archives d'État en briques crues, divisé en plusieurs salles qui servaient vraisemblablement de bureaux. Avant cette découverte, le fonctionnement interne de cet empire, le premier répertorié dans l'histoire, rappelons-le, demeurait obscur. Mais, grâce aux fouilles menées à Girsu, les chercheurs disposent désormais de preuves claires et irréfutables de l'existence d'un système administratif élaboré. Ces documents consignaient tout: livraison, dépenses et inventaire, des poissons et moutons jusqu'aux grains, tissus et pierres précieuses. Ils comportent également des registres de population mentionnant les noms, âges et métiers des hommes, des femmes et des enfants. Une forme primitive de recensement. Ces données ont révélé que les femmes occupaient une place essentielle dans la société akkadienne. Certaines femmes occupèrent des positions d'influence, telles que celles de grandes prêtresses. Les tablettes révèlent aussi une large variété de métiers. Des artisans qualifiés comme les tailleurs de pierre aux travailleurs plus modestes, tels que les balayeurs des temples. Certaines contiennent même des plans de bâtiments, des schémas de champs et des cartes de canaux, preuve que l'Empire disposait d'une organisation et d'une planification très structurée. La cité finit toutefois par se révolter et conquérir son indépendance, mettant fin à 150 ans de domination akkadienne. Aujourd'hui, les chercheurs nettoient et traduisent ces tablettes pour en saisir tout le sens. Ces nouvelles découvertes remplacent les théories anciennes et offrent une vision plus exacte du pouvoir et du système administratif de l'Empire d'Akkad. Que dirais-tu de faire un petit voyage dans le temps ? Nous allons plonger dans l'histoire de la forêt amazonienne pour percer le mystère de ces cités perdues. Prends ton spray anti-moustique et embarque avec nous. La forêt amazonienne est la plus grande forêt tropicale au monde. L'environnement qui y règne peut être extrêmement difficile pour la vie humaine. Pourtant, la légende veut que l'Amazonie ait abrité des colonies tentaculaires dotées de richesses incommensurables. Cela pourrait-il être vraiment le cas ? Ou n'est-ce rien d'autre qu'une lubie de notre imaginaire collectif ? La légende d'Eldorado est peut-être le mythe à l'origine de tout cela. Lorsque les conquistadors européens ont entamé leur exploration des Amériques au cours du XVIe siècle, la rumeur s'est répandue qu'une civilisation amazonienne avait pour coutume de peindre leur chef en or en guise d'offrande aux puissances divines. La légende del Hombre Dorado, alias l'homme doré, s'est rapidement diffusée en Europe. Les explorateurs se sont enthousiasmés à l'idée de découvrir une quantité infinie d'or quelque part au fin fond des jungles d'Amérique latine. Et, comme tu peux l'imaginer, les expéditions sur ce continent ont commencé à se multiplier chaque année. Il n'a pas fallu longtemps pour que les explorateurs découvrent cette civilisation. Ce peuple était connu sous le nom de Muiscas et résidait en actuelle Colombie près du lac Guatavita. Le peuple Muisca avait pour tradition de peindre son chef, appelé le Zipa, en or de la tête aux pieds. Au cours d'une cérémonie religieuse, le Zipa plongeait dans les eaux, répandant de la poussière d'or dans tout le lac. Pour les Muiscas, c'était une façon d'honorer et de rendre grâce aux puissances cosmiques auxquelles ils croyaient. Lorsque les explorateurs européens ont entendu parler de cette pratique, ils ont été stupéfaits. Pour eux, l'or était essentiellement synonyme de richesse et était employé à des fins commerciales. Ceci leur a laissé imaginer que le peuple Muisca devait jouir de véritables montagnes d'or, cachées quelque part au fin fond des jungles pour l'utiliser avec autant de largesse. C'est ainsi qu'est née la légende d'Eldorado.
Ce qui était autrefois la pratique d'El Hombre Dorado a voyagé de bouche à oreille jusqu'à devenir El Dorado, une ville fictive qui était réputée pour abriter de faramineuses quantités d'or. La quête de cette cité perdue a conduit les Européens à dépenser d'immenses sommes d'argent pour arpenter la forêt amazonienne. Malheureusement pour eux, toutes ces expéditions sont revenues bredouilles. Enfin, pour celles qui sont revenues. Maintenant, faisons un bond au début des années 1900. En Angleterre, la Royal Geographical Society, une prestigieuse institution britannique, recherchait quelqu'un qui soit prêt à se rendre en Amérique latine pour tracer la frontière entre le Brésil et la Bolivie. Plus précisément, la partie de cette frontière qui repose au cœur de la forêt amazonienne. Un certain Percy Fawcett, passionné d'Amérique latine, s'est volontiers proposé pour s'acquitter de cette tâche. Il est important de noter que la forêt amazonienne est d'une taille comparable à celle des États-Unis. Elle s'étend sur 8 pays, dont le Brésil, le Pérou et la Bolivie. Et crois-moi, s'y déplacer n'est pas une mince affaire. La jungle y est incroyablement dense. Et en plus de cela, elle abrite de terribles prédateurs comme les anacondas, les jaguars, les caïmans, les piranhas, j'en passe et des meilleurs. Mais malgré tout cela, l'aventure cartographique de Fawcett a été couronnée de succès et semble même l'avoir laissé sur sa faim. De retour en Angleterre, Fawcett s'est mis à parcourir les carnets d'autres explorateurs dans l'espoir d'en apprendre plus sur les anciennes civilisations de l'Amazonie. Il lisait des articles sur les Incas et les Mayas et les grands empires qu'ils avaient bâtis. Il pensait que si les Incas avaient été capables d'ériger un empire qui s'étendait sur 2 millions de kilomètres carrés, cela pouvait signifier que d'autres civilisations amazoniennes avaient pu y prospérer aussi. Au cours de ses recherches, Fawcett est tombé sur le rapport d'un explorateur du XVIe siècle. Celui-ci évoquait une ville au fin fond de la jungle amazonienne qui recelait une quantité inimaginable de pierreries. Une cité qui s'étendait sur 25 km sans le moindre interstice d'une maison à l'autre. Ce récit a nourri l'imagination de Fawcett jusqu'à atteindre un nouveau paroxysme. Dès ce moment, il est devenu obsédé par la recherche de ce qu'il appelait la cité perdue de Z. Pendant des années, Fawcett a exploré la forêt amazonienne, généralement à la recherche de ruines en pierre qui auraient pu indiquer des peuplements humains. Lors de ses dernières expéditions, il s'est concentré sur l'exploration de l'état du Mato Grosso, au centre du Brésil. Parti d'Europe, il s'est rendu dans la région inférieure du rio Xingu. Le voyage jusqu'à la rivière Xingu lui prendrait environ 14 jours à pied. Ensuite, il embarquerait à bord de petites pirogues, accompagné de chefs autochtones qui connaissaient la région mieux que quiconque. La façon dont il communiquait avec les populations indigènes est encore un mystère, car il ne s'exprimait que dans des dialectes locaux. Certains chercheurs estiment que ce pourrait être la véritable raison pour laquelle il n'a jamais trouvé cette cité perdue. On pense qu'il aurait été incapable de communiquer ce qu'il recherchait avec exactitude. Et ce n'était pas là sa plus grande difficulté. Comme nous l'avons déjà établi, l'Amazonie n'est pas l'endroit le plus hospitalier pour ses visiteurs. Dans ses carnets de bord, Fawcett relate sa rencontre avec un anaconda de 18 mètres de long, à laquelle il a courageusement survécu. Il décrit des nuits blanches interminables et des réveils aux mains et aux pieds gonflés par les piqûres de moustiques. Certains de ses pairs affirmaient qu'il était aussi invincible qu'infatigable. Mais le jour est venu, lors de sa 8e expédition, où il n'est jamais rentré chez lui. Fawcett a disparu sans laisser la moindre trace. Certains soupçonnent même qu'il était sur le point de toucher au but. Le jour même de sa disparition, il a envoyé une lettre optimiste à sa femme disant qu'il n'y avait pas à s'en faire. Et qu'il se lançait dans une ultime recherche dont il était absolument certain. La tentative ratée de Fawcett pour découvrir des ruines semblait confirmer une réalité communément admise par les experts de l'époque, que cette forêt tropicale était bien trop inhospitalière pour supporter de grandes sociétés complexes, encore moins des villes. Les experts étaient convaincus que les cités perdues de l'Amazonie relevaient entièrement de la fiction. Du moins, jusqu'aux années 1960, lorsque des recherches modernes ont commencé à déceler des preuves qui suggéraient le contraire. Les chercheurs ont découvert des parcelles de sol extrêmement fertiles qu'ils ont appelées les terres noires. Et apparemment, ils en ont trouvé beaucoup en Amazonie, surtout le long des rivières. D'autres recherches ont même montré que ce type de sol était créé par les déchets humains ou le brûlis intentionnel des forêts, ce qui enrichit le sous-sol en nutriments. Ce qui ne pouvait que signifier le jackpot. La découverte de cette terre noire était la preuve que l'agriculture à grande échelle était possible et avait probablement existé au beau milieu de l'Amazonie. Ce qui confirme que des colonies auraient pu y prospérer après tout.
Dans les années 1990, le long de la rivière Xingu au Brésil, une équipe d'archéologues de l'Université de Floride a fait une découverte remarquable. En travaillant aux côtés des populations autochtones, ils ont trouvé de très longs fossés. Après les avoir cartographiés, ils ont réalisé que ces fossés étaient les signes d'un peuplement de grande taille. Il s'agissait de vestiges de murs soigneusement conçus, centrés autour d'une place. D'autres étaient les restes de routes qui menaient à différentes colonies. En fait, cette partie de l'Amazonie, d'une taille équivalente à celle du New Jersey, était autrefois un réseau de plusieurs dizaines de peuplements qui, selon les experts, auraient pu abriter jusqu'à 50 000 personnes entre le XIIIe et le XVIIe siècle. D'autres découvertes ont été rendues possibles grâce à la télédétection par laser, un type de technologie qui permet aux chercheurs de prendre des photos satellites du sol de la forêt sans avoir à y mettre les pieds. Ainsi, un réseau de tranchées dans l'état de l'Acre, au Brésil, remonterait entre le IIIe et le XIIIe siècle. Ces traces suggèrent des peuplements qui auraient pu supporter environ 60 000 personnes. D'autres images, provenant des environs du rio Xingu, laissent supposer des villes qui auraient pu abriter de 8 à 50 millions d'individus. C'étaient les villes perdues de l'Amazonie. Crois-le ou non, ces images suggèrent que Fawcett était très proche d'une découverte majeure. Il recherchait les ruines au bon endroit, mais il ne s'intéressait pas aux bons vestiges. Contrairement aux villes comme Cusco, dont la pierre était le matériau de construction principal, les implantations urbaines de l'Amazonie employaient le bois et la terre pour construire leurs cités. Ces matériaux se détériorent au fil du temps et se sont probablement décomposés. Les trouver nécessitait hélas une technologie un peu plus avancée que celle dont disposait Fawcett à son époque. C'est comme si l'archéologie s'était récemment éveillée, avec l'ambition soudaine d'enflammer l'actualité par des révélations capables de transformer notre vision du passé. De la découverte de fossiles de dinosaures en Iowa, à la traduction de mauvais présages gravés sur des tablettes babyloniennes, l'histoire révèle plus de secrets qu'elle ne l'a jamais fait. Lorsque le Vésuve entra en éruption en 79 de notre ère, il figea la cité dans le temps. Certaines des découvertes les plus marquantes furent profondément émouvantes, comme cette femme parée d'un bracelet d'or, tenant un enfant dans ses bras, ou ses deux sœurs étreintes par la peur. C'était du moins l'interprétation des scientifiques. En 2024, des analyses ADN de pointe ont remis en cause ces lectures anciennes. La mère de la maison du bracelet en or s'est avérée être un homme arborant un bracelet de 30 carats. Quant à l'enfant, il n'existait aucun lien de parenté entre eux. Et les deux sœurs ? L'une était en réalité un homme, l'autre reste une énigme. Certains pensent à un couple, mais la vérité demeure enfouie dans les méandres du temps. En parlant de réécrire l'histoire, une autre découverte bouleversante nous vient de la Babylone antique. Des archéologues ont récemment déchiffré des textes vieux de 4000 ans qui se sont révélés porteurs d'annonces particulièrement funestes. Ces textes, que l'on pense originaires de Sippar, ville proche de l'Euphrate dans l'actuel Irak, évoquent les éclipses lunaires, ces moments où l'ombre de la Terre obscurcit la Lune, que les Babyloniens considéraient comme de mauvais présages. Une éclipse pouvait annoncer des fléaux, des pénuries, voire l'effondrement du royaume. Mais l'aspect le plus surprenant est que les Babyloniens avaient mis au point des stratégies pour contrer ces mauvais augures. Ils convoquèrent des prêtres pour accomplir des rituels, ou consultèrent des oracles pour obtenir conseil. Ces anciens astrologues prenaient leur fonction très au sérieux. Il ne s'agissait pas seulement d'observer les astres, mais bien de protéger le royaume. Auguste, premier empereur de Rome, n'était sûrement pas un personnage anodin. Les archéologues avaient déjà mis au jour les vestiges de ces luxueuses villas, lieux de fête et de pouvoir. Mais ils pensent désormais avoir localisé l'endroit où il aurait été inhumé. Aux abords de Naples, une structure ancienne a été découverte sous les fondations d'une villa. On y a trouvé un dispositif similaire à un système de chauffage moderne, sans doute destiné à alimenter des thermes. Des rayons entiers d'amphores suggèrent que l'endroit aurait été reconverti en lieu de culte. Bien que la nature exacte des lieux demeure incertaine, s'il s'agissait de la dernière demeure d'Auguste, l'impact sur notre compréhension de l'histoire serait majeur. Tandis que la Rome antique continue de livrer ses secrets, les fameuses lignes de Nazca au Pérou dévoilent elles aussi des aspects ignorés. Ces géoglyphes monumentaux, façonnés il y a plusieurs millénaires, n'avaient été explorés qu'en partie. Jusqu'à maintenant. Des chercheurs ont entraîné une intelligence artificielle pour analyser 630 km² de terrain. Grâce à cet outil, ils ont identifié plus de 300 nouveaux dessins,
incluant des lamas, des silhouettes humaines et des visages étranges. L'algorithme, initialement conçu pour décrypter des manuscrits calcinés du Vésuve, a permis de doubler le nombre de motifs connus. L'histoire ancienne entre ainsi dans l'ère numérique. En Bulgarie, des archéologues ont fait une trouvaille inattendue dans un lieu peu propice à l'émerveillement, un égout. En 2024, les chercheurs ont exhumé une statue en marbre de 2 mètres de haut représentant Hermès, le dieu grec des voyageurs et du commerce, parfaitement conservée sous plusieurs couches de terre. Selon les experts, la statue aurait été dissimulée après un tremblement de terre survenu en 388 après Jésus-Christ, qui avait gravement endommagé la ville. En cette période, le paganisme reculait tandis que le christianisme s'imposait comme religion officielle de l'Empire romain. Nombre d'idoles furent détruites. Mais il semble que certains habitants aient choisi de préserver leurs dieux en les cachant sous terre. Explorer le lit de la Tamise s'apparente à fouiller sous votre lit, mais en nettement pire. Ce fond boueux regorge d'objets abandonnés, parmi lesquels une police de caractère légendaire. Au début du XXe siècle, 2 hommes inventèrent la police de caractère Dove, destinée à l'impression d'ouvrages raffinés. Mais à la suite d'un conflit violent, l'un des créateurs jeta l'ensemble des caractères métalliques dans le fleuve. Un siècle plus tard, en 2014, un designer désireux de ressusciter cette typographie se lança dans une quête. Et, en 20 minutes à peine, il retrouva les premières lettres. Grâce à l'intervention de plongeurs, d'autres furent récupérés. Certains de ces caractères ressuscités sont désormais visibles dans un musée. Il ne se passe pas grand-chose dans l'Iowa, ce qui explique pourquoi la découverte d'un squelette de mastodonte vieux de 13 000 ans a fait sensation. En 2022, un chercheur a reçu la photo d'un fémur géant, probablement issu d'un animal préhistorique. Il a fallu 2 années entières pour réunir les fonds nécessaires à l'excavation. Mais en 2024, les archéologues ont enfin pu commencer les fouilles. En 12 jours, ils ont exhumé un crâne de mastodonte remarquablement bien conservé. Une première pour un État du Midwest. Voilà une découverte qui aurait de quoi rendre jaloux Indiana Jones. Et pour cause, elle a eu lieu à Petra, l'ancienne cité jordanienne visible dans l'un des films. Sous le trésor de Petra, les archéologues ont mis au jour une chambre vieille de 2000 ans contenant au moins 12 squelettes ainsi que des objets en bronze et en fer. Construite par les Nabatéens, cette pièce offre de nouvelles perspectives sur leur rituel funéraire encore très mal connu. L'un des éléments les plus étonnants, un calice en céramique que l'un des squelettes serrait dans ses mains. Au Pérou, les archéologues ont fait une découverte qui bouleverse les manuels d'histoire. Une souveraine précolombienne. Sur le site vieux de 16 siècles de Pañamarca, les scientifiques ont mis au jour une salle du trône ornée de fresques éclatantes. On y voit des femmes en train de filer ou de tisser, des hommes portant la couronne, et même une femme couronnée en train de s'adresser à un homme oiseau. Cette découverte laisse penser que les femmes moches n'étaient pas que des figures religieuses, mais qu'elles détenaient également un véritable pouvoir politique. Les micro-maisons sont un concept très actuel, mais les archéologues pensent en avoir trouvé une version antique à Pompéi. Contrairement aux demeures romaines traditionnelles, avec leur vaste atrium destiné à recevoir, celles-ci n'en possédaient pas. En revanche, elles regorgeaient d'œuvres d'art. À l'intérieur, on a découvert un autel décoré de peintures représentant rapaces, moineaux, serpents et plantes. L'autel abritait aussi des objets rituels comme une lampe et un brûleur d'encens, ce dernier contenant encore des résidus d'herbes parfumées. En 2021, des chercheurs explorant le fond de la mer Baltique ont découvert un mur de pierre gigantesque dissimulé sous l'eau. Long de 2,5 km, le Blinker Wall pourrait bien être la plus ancienne construction humaine d'Europe. Situé à 20 mètres de profondeur, il se compose de quelques 1400 petites pierres, agencées entre 300 énormes blocs rocheux pesant jusqu'à 142 tonnes. Daté de plus de 10 000 ans, le Blinker Wall est plus ancien que Stonehenge ou les pierres de Karnak. Il aurait été bâti à une époque où la zone n'était pas encore submergée. Les scientifiques pensent qu'il servait à la chasse aux rennes, en guidant les animaux vers un lac où ils pouvaient être capturés. Ah, et puis il y a cette dalle de granit découverte dans la région d'Abydos, en Égypte.
On pensait d'abord qu'elle appartenait à 2 dignitaires influents de l'Égypte antique, mais de récentes recherches ont révélé qu'il s'agissait en fait d'un fragment du sarcophage du pharaon Ramsès II, l'un des pharaons égyptiens les plus renommés. Un chercheur a identifié sur cette dalle une gravure précieuse, mentionnant le nom de Ramsès II. Ce grand roi a gouverné l'Égypte il y a plusieurs millénaires. Et après sa mort, son tombeau a été pillé, entraînant plusieurs déplacements de sa dépouille et de ses objets funéraires. Cette découverte indique que certains biens de Ramsès sont resservis après le saccage de sa sépulture. Elle illustre aussi le fait que les tombes de l'Égypte antique faisaient souvent l'objet de pillages, les objets précieux qu'elles contenaient étant ensuite remis à profit. Tout récemment, un événement inattendu a eu lieu lors d'une fouille menée à Norton Disney, en Angleterre. Alors qu'un bénévole du club local d'histoire et d'archéologie recherchait des pièces anciennes et des broches, il a mis au jour un étrange dodécaèdre romain. Ce petit objet creux, composé d'un alliage de cuivre et présentant 12 faces pentagonales, était enfoui depuis 1700 ans, mais son état de conservation était étonnant. Plus de 30 spécimens similaires ont été retrouvés au Royaume-Uni, sans que personne ne sache avec certitude à quoi ils servaient. Certains avancent qu'il pourrait s'agir d'outils de mesure ou de calendrier, tandis que d'autres y voient des objets rituels. Le groupe de Norton Disney estime pour sa part que ces dodécaèdres étaient probablement des symboles liés à des cérémonies religieuses, car la plupart ne présentent aucun signe d'usure lié à un usage. Le pôle sud ne se limite pas à des manchots et une étendue infinie de neige. Un monde fantomatique y est enfoui. Observez, il se situe précisément ici sur le globe terrestre. Ne confondez pas l'Antarctique avec l'Arctique, qui se trouve au sommet de nos cartes, est bien plus petit et, disons-le franchement, bien moins énigmatique. La calotte glaciaire de l'Antarctique mesure de 2 à 5 km d'épaisseur, soit l'équivalent de 16 tours Eiffel empilées les unes sur les autres. Cette immense couche de glace masque les véritables reliefs et contours du sol antarctique. Nos connaissances sur ce continent mystérieux demeurent limitées, en grande partie à cause de l'omniprésence de la glace et de la neige. Nous ignorons encore la forme exacte et les dimensions précises de cette terre. Cartographier l'Antarctique sans outils titanesques est une tâche d'une complexité extrême. Les satellites, toutefois, ont appris à pénétrer la glace grâce à leurs caméras de pointe. Aujourd'hui, nous savons qu'un paysage ancien, colossal et spectaculaire repose sous cette neige, une sorte de fantôme du passé. Il y a environ 90 millions d'années, l'Antarctique était un lieu bien plus chaud. Ce territoire abritait une forêt tropicale luxuriante, riche en espèces végétales et grouillante de vie. Des rivières y coulaient, dessinant un paysage foisonnant. Puis la glace a tout recouvert. Ce bouleversement a eu lieu il y a environ 34 millions d'années, lors de la transition de l'Éocène à l'Oligocène, une période marquée par un refroidissement significatif de notre planète. C'était le début de l'une des nombreuses ères glaciaires. La Terre subsista, mais fut ensevelie sous une couche de glace et de neige de plus en plus épaisse. Pour l'œil non averti, l'Antarctique est devenu un désert blanc, vaste, uniforme et dépourvu de relief. Les millénaires passèrent, et l'épaisse calotte glaciaire continua de se mouvoir, polissant et transformant le sol. Au fil de millions d'années, elle modifia l'apparence du continent. Aujourd'hui, si l'on examinait le sous-sol, il ne subsisterait pratiquement aucun vestige du pôle sud originel, à une exception près. Dans les régions où la glace est exceptionnellement épaisse et presque immobile, comme en Antarctique orientale, elle joue un rôle inverse. Elle agit comme une couverture particulièrement dense qui protège le sol. En temps normal, des facteurs tels que le vent ou la pluie érodent progressivement le sol, modifiant ainsi sa forme au fil des siècles. Cependant, grâce à cette couche de glace protectrice, ces processus naturels ne parviennent pas à atteindre les strates sous-jacentes. Ainsi, le sol est demeuré presque intact pendant des millions d'années, comme s'il avait été figé dans le temps. Cette zone spécifique, située près des bassins subglaciaires d'Aurora et de Schmidt, est désormais surnommée le spectre du paysage antarctique. Cet endroit est resté presque intact depuis qu'il a été recouvert de neige. Il y a 34 millions d'années. Il constitue une empreinte historique unique, capable de révéler l'apparence du sol de l'Antarctique avant qu'il ne devienne ce désert glacé. Lorsque les scientifiques ont exploré l'Antarctique orientale, ils ont mis en évidence un fantôme fascinant. Des traces de rivières anciennes, diverses vallées, de petites îles énigmatiques, ainsi que 3 vastes formations terrestres en forme de U. Mais que signifient-elles exactement ? Comme vous le savez,
Les continents de notre planète sont en mouvement constant, glissant sur un manteau de lave en fusion, comme des céréales dans un bol de lait. Au fil des époques géologiques, ils se sont rassemblés et séparés à maintes reprises. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, un supercontinent nommé Gondwana réunissait plusieurs terres, dont l'Antarctique, qui formait alors une masse unique. Cependant, lorsque le Gondwana s'est fracturé, l'Antarctique a été soumis à de puissantes forces tectoniques. Des fragments de son territoire ont été arrachés les uns des autres et dispersés. C'est ainsi que se sont formés ces grands blocs de terre dissimulés sous l'épaisse couche de glace. Aujourd'hui, les scientifiques souhaitent approfondir l'étude de ce fantôme. Pour cela, ils envisagent de forer la glace, un peu comme on utilise une paille pour atteindre le fond d'un épais milkshake. Cette méthode leur permettra de prélever des échantillons de roches et de sédiments en profondeur, afin d'en apprendre davantage sur l'histoire et le climat de notre planète. L'Antarctique serait le 5e plus grand continent du monde, surpassant l'Europe entière ou l'Australie en taille et rivalisant avec l'ensemble de l'Amérique du Sud. Outre l'Antarctique orientale déjà évoquée, il abrite d'autres régions emblématiques, comme la péninsule antarctique, le pôle Sud, l'Antarctique occidentale et la mer de Ross. Ce continent est en quelque sorte un immense terrain gelé, dont les paysages mystérieux et enfouis restent moins explorés que ceux de Mars. Ce que nous savons avec certitude, c'est que sans sa couverture de glace, il révélerait un monde riche en relief, composé de vastes montagnes, de gigantesques canyons et même de volcans en activité. Certains de ces volcans, d'une taille colossale, émergent au-dessus des épaisses couches de neige. Rien qu'en Antarctique occidentale, on en dénombre au moins 138, bien que seulement 8 ou 9 soient encore actifs aujourd'hui. L'un des volcans les plus fascinants est le mont Erebus, le plus méridional du continent et également le plus élevé, culminant à environ 4000 mètres. Sous l'épaisse calotte glaciaire, ce géant abrite des cavernes sous-volcaniques d'une beauté exceptionnelle, où les températures sont suffisamment douces pour rester en t-shirt. La péninsule antarctique s'apparente à un assemblage d'îles montagneuses profondément enfouies sous la surface. Elle est composée de roches volcaniques, relativement récentes, faisant partie de l'anneau de feu du Pacifique. Un cercle gigantesque, regroupant des volcans et des zones sismiques autour de l'océan Pacifique. L'Antarctique oriental, quant à lui, représente une région immense, presque aussi vaste que l'Australie. Il s'étend de la côte est du continent jusqu'au pôle sud. Sous ces glaces, on trouve des formations rocheuses extrêmement anciennes, dont certaines se situent dans la zone évoquée plus tôt. Vous savez sans doute que l'Antarctique est presque totalement dépourvu d'humains. Rien d'étonnant à cela, au regard de la température moyenne avoisinant les moins 43 degrés Celsius. Mais malgré ces conditions extrêmes et la désolation de l'endroit, la vie persiste, et devinez où? Dans les profondeurs de la Terre. En 2017, des chercheurs ont découvert des traces d'ADN d'algues, de mousses, et même de petits animaux inconnus dans de profondes grottes. Cela prouve que, malgré des conditions aussi hostiles, des écosystèmes uniques parviennent à prospérer dans des poches de chaleur isolées sous la neige. Une autre découverte incroyable a eu lieu sous la plateforme de glace de Ross, un écosystème florissant au sein d'une rivière souterraine. Les scientifiques soupçonnaient depuis longtemps que des lacs et rivières d'eau douce pouvaient exister dans le sous-sol antarctique. Un jour, un satellite a détecté une faille, et après avoir décidé de l'explorer, ils ont utilisé une foreuse alimentée par de l'eau chaude pour fondre la glace et s'y engouffrer. À leur arrivée dans ces profondeurs, ils ont plongé une caméra dans l'une de ces rivières cachées. Au début, ils pensaient découvrir simplement des rochers ou des formations similaires. Mais au contraire, ils sont tombés sur des centaines d'amphipodes, de minuscules créatures ressemblant à des crevettes. Les petites créatures se sont immédiatement regroupées autour de l'objectif, obstruant la caméra et empêchant les scientifiques de mener les observations prévues. Cela peut prêter à sourire, mais confirme qu'il existe bel et bien un écosystème au cœur de l'Antarctique. Les chercheurs prévoient désormais de l'explorer en profondeur. Et tout cela n'est là que l'affleurement de ce mystérieux monde souterrain. Sous la neige, ce continent cache également le canyon le plus profond, situé sous le glacier Denman. Bien que la fosse des Mariannes demeure le point le plus profond du globe, il convient de préciser que, géologiquement, elle appartient à la croûte océanique. En 1958, des explorateurs ont mis à jour une vaste chaîne de montagnes enfouies sous la glace, comparable aux Alpes en termes d'altitude. Cette chaîne s'étend sur près de 1200 km, avec des sommets culminant à 2700 mètres d'altitude.
Et cette splendeur est ensevelie sous des tonnes de glace. Qui sait ce que nous pourrions encore découvrir ici? L'Antarctique abrite environ 60% de l'eau douce de la planète. Cela signifie qu'une fonte totale de ces glaces aurait des conséquences dramatiques. À titre d'exemple, il existe un glacier apocalyptique, officiellement connu sous le nom de Glacier Thwaites. Ce gigantesque bloc de glace, de la taille de la Floride, est actuellement en train de fondre. Chaque année, cela contribue à une élévation des niveaux marins de 4%. Si ce glacier venait à fondre complètement, le niveau des océans augmenterait de 60 cm. Une hausse qui peut sembler modeste, mais qui serait dévastatrice pour les régions côtières du monde entier. Heureusement, les chercheurs ont constaté que même si sa plateforme glaciaire venait à se désintégrer dans les 50 prochaines années, le glacier lui-même ne disparaîtrait pas aussi vite qu'il le redoutait. Bien qu'il perde encore de la glace à un rythme soutenu, ce processus reste... Il n'y a rien alentour, seulement l'immensité d'une blancheur glacée, celle des neiges du Groenland et des vents mordants qui frappent votre visage. Rien ne laisse présager la catastrophe. Vous avancez d'un pas, puis vous vous figez, horrifié. Un abîme s'ouvre sous vos pieds. Si vous aviez fait un pas de plus, il vous aurait englouti, ce trou légendaire du Groenland. Cela s'est produit au milieu des années 2010. Un groupe de géologues scrutait le glacier groenlandais de Hiawatha avec un radar lorsqu'ils aperçurent quelque chose de totalement inattendu. Une fosse géante, plus de 300 mètres de profondeur et près de 30 km de large. C'est suffisant pour englober Washington ou Paris. Après avoir longuement scruté leur radar, les chercheurs déconcertés ont décidé de percer le mystère de cette immense dépression. Serait-ce l'œuvre d'une érosion ordinaire, un volcan dévastateur, un impact d'astéroïdes ou même un monstrueux ver de sable? Peut-être ai-je exagéré avec cette dernière idée, mais qui sait ce que ces anciens glaciers peuvent encore nous réserver? Quoi qu'il en soit, ce mystère en a appelé un autre, qui défiait la compréhension des scientifiques depuis plusieurs décennies. Et pour élucider ces deux énigmes, il leur fallait un élément aussi banal que fondamental. Le quartz, l'un des minéraux les plus répandus dans la croûte terrestre. Mais avant de nous aventurer plus loin dans cette investigation, permettez-moi de faire une petite parenthèse pour évoquer un phénomène étrange, l'événement du Dryas récent. Pour comprendre ce phénomène, nous devons remonter dans le temps. Il y a environ 12 900 à 11 600 ans. À cette époque, la planète a subi un refroidissement important, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Abordons à présent ce changement climatique étrange dans l'hémisphère nord. Plusieurs théories existent. L'une évoque un changement des courants dans l'océan Atlantique, une autre mentionne un événement de grande ampleur projetant des tonnes de poussière, bloquant ainsi la lumière du soleil. Les deux hypothèses les plus plausibles sont une éruption volcanique ou un impact d'astéroïdes. En effet, une éruption volcanique a eu lieu en Allemagne à peu près à cette époque. Mais il est aussi possible qu'un objet spatial ait frappé la Terre durant cette période. Revenons maintenant au trou découvert au Groenland. Lorsque le programme Icebridge de la NASA et l'Institut Alfred Wegener ont fait cette découverte, il semblait que la cause de l'événement du Dryas récent était enfin élucidée. Mais était-ce réellement un astéroïde qui avait creusé ce gouffre et provoqué la chute des températures de l'hémisphère nord? Pour vérifier cette hypothèse, les chercheurs avaient besoin de quartz. Le quartz, sous sa forme pure, présente une structure simple. Il est composé de tétraèdres de silicium et d'oxygène. Il est aussi efficace qu'esthétique, avec ses cristaux prismatiques à 6 faces. En raison de la simplicité de sa structure et de la disponibilité de ses composants, le quartz peut être trouvé dans presque toutes les roches de la planète. Au fil du temps, les roches plus grandes s'érodent, libérant des grains de sable de quartz. Les scientifiques étudiant la fosse mystérieuse ont collecté le sable de quartz qui avait été expulsé sous le glacier. Cela permettait d'observer les roches situées au fond du gouffre sans avoir à y descendre. Pratique, n'est-ce pas? En analysant ce sable, ils ont découvert des grains de quartz marqués par des signes évidents de catastrophe. Des PDF étaient visibles sur toute leur surface. Non, on ne parle pas là d'un format de document. Les PDF désignent les éléments, plans de déformation,
qui apparaissent sous forme de lignes gravées à la surface du cristal. Ces lignes sont caractéristiques du quartz choqué, qui se forme sous une pression extrême lorsque les cristaux internes sont déplacés. Le plus fascinant est que le quartz choqué ne se forme que sous des forces extrêmes, comme celles générées par des impacts massifs ou de violentes explosions. En d'autres termes, la découverte de quartz choqué sous le glacier Hiawatha pourrait constituer la preuve tant recherchée que le cratère était le résultat d'un impact gigantesque, causé par un objet tout aussi colossal. Selon la taille du cratère, cet objet spatial aurait probablement mesuré plus de 1600 mètres de diamètre, soit 2 fois la hauteur du Burj Khalifa de Dubaï. Une météorite de cette taille aurait brillé 3 fois plus intensément que le Soleil lors de son passage dans le ciel et aurait frappé la Terre avec une force considérable. L'impact aurait été d'une telle ampleur qu'il aurait vaporisé la roche et projeté des débris à des centaines de kilomètres à la ronde. Le ciel aurait alors été obscurci par une épaisse poussière, diminuant la luminosité du Soleil et provoquant un refroidissement global. Et devinez quoi? Cette réduction des températures a suscité un grand enthousiasme chez les chercheurs, car elle a donné naissance à l'hypothèse selon laquelle cet impact pourrait être lié à l'événement du Dryas récent. Afin de valider cette théorie, ils ont de nouveau fait appel au quartz. Ils l'ont alors examiné de manière plus approfondie pour tenter de dater l'impact. Et quelle ne fut pas leur surprise? Le cratère de Hiawatha ne datait pas de 12 000 ans, mais de 58 millions d'années. D'un côté, les chercheurs étaient déçus de ne pas avoir pu confirmer leur hypothèse, car le cratère ne permettait pas d'expliquer le refroidissement du Dryas récent. D'un autre côté, cette découverte restait d'une importance capitale. Préparez-vous à un dernier rebondissement dans cette affaire, qui concerne une fois encore le quartz. Des chercheurs ont récemment mis au jour de nouveaux gisements de quartz choqué, disséminés sur l'ensemble de ce qui constitue aujourd'hui l'Est des États-Unis. Il était enfoui dans des strates sédimentaires datant de la période juste avant le Dryas récent. Fait surprenant, aucun cratère n'a été observé à proximité de ces sites. Mais le quartz ne saurait mentir. Il atteste d'une puissante explosion. Cela conduit les scientifiques à penser que leur hypothèse d'un impact pourrait encore se vérifier. Toutefois, au lieu d'une collision directe, il pourrait s'agir d'une explosion aérienne. Une comète géante aurait pu se désintégrer lors de son entrée dans l'atmosphère terrestre il y a environ 12 000 ans, et ces fragments auraient explosé avant d'atteindre la surface. Cet événement aurait entraîné des incendies à travers toute l'Amérique du Nord, perturbant tellement le climat qu'il aurait pu déclencher le Dryas récent. Il semble que nous devions patienter un peu avant que les scientifiques ne fournissent davantage de preuves pour confirmer cette hypothèse. Cela dit, d'autres phénomènes intéressants restent à explorer au Groenland. Par exemple, ces trous fascinants, bien plus petits que le cratère dont nous parlions, mais néanmoins intrigants. On les appelle des moulins, et leur rôle est d'acheminer l'eau de fonte en surface jusqu'à la base de la calotte glaciaire. Mais ces moulins nous réservent également quelques surprises. En effet, d'après une étude récente fondée sur des observations directes et des explorations de terrain, leur taille est bien plus importante que ce que nous imaginions. Plus intéressant encore, ce volume accru pourrait avoir une influence sur la stabilité de cette immense calotte glaciaire et sur la rapidité avec laquelle elle se déplace vers la mer. Les chercheurs estiment que l'augmentation de la profondeur et de la pression de l'eau à l'intérieur des moulins pourrait agir comme un lubrifiant à la base de la calotte glaciaire, accélérant ainsi son déplacement, un peu comme un glaçon glissant sur une fine couche d'eau. Jusqu'à récemment, nous ignorions presque tout de la véritable taille des moulins et de la quantité d'eau qu'ils pouvaient contenir. Aujourd'hui, nous savons qu'ils peuvent être gigantesques. L'équipe de recherche a effectué 2 expéditions sur la calotte glaciaire du Groenland, en 2018 et en 2019. Lors de chacune de ces missions, il leur a fallu descendre en rappel à près de 100 mètres de profondeur, dans 2 moulins distincts, frôlant presque la surface de l'eau. Ceux qui ont pris part à cette exploration l'ont décrite comme une expérience intimidante. Imaginez-vous au bord du vide, le dos incliné vers l'abîme, avec pour seul horizon une glace aux reflets bleutés qui s'enfonce dans les ténèbres. Le silence n'est rompu que par le fracas sporadique de la glace qui se brise. Une immersion aussi vertigineuse qu'inquiétante.